Très bien. Donc, je vais rapidement un peu afficher la vidéo pour me présenter et après, je vais la désactiver pour... voilà, donc j'ai mis la vidéo pour que les participants puissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, mettre un visage sur le nom et ensuite, je vais désactiver. Je remercie d'abord tous ceux qui ont pu se connecter ce matin pour me suivre. Il y a des noms que je connais, dont certains sont des collègues gastro-entérologues, et je les remercie beaucoup d'être présents pour m'écouter. Et je vois d'autres noms qui sont des amis, collègues, médecins généralistes et d'autres que je ne connais pas. Peut-être que à la fin, on aura un peu le profil des participants pour en savoir plus. Donc, nous sommes actuellement à 20 participants. J'aurais espéré qu'il y ait davantage de participants, mais je pense on peut commencer et les autres vont rattraper le train. Je vais sur ce désactiver la vidéo et partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, pour vous, on voit. D'accord. Voilà. C'est en mode diaporama. euh, et donc, nous allons Oui, commencer. oui, C'est pour oui, moi. c'est en mode diaporama. OK, parfait. Maintenant, je vois que Pascaline me reçoit. C'est parfait. Très bien. Donc, je vais faire la présentation environ en 45 minutes. C'est pour moi un réel plaisir de vous parler ce matin du reflux gastro-œsophagien et je vais aborder l'aspect comment bien prendre en charge le reflux gastro-œsophagien. Comme il s'agit d'une formation médicale continue, j'ai défini quelques objectifs, à savoir, premièrement, de définir le reflux gastro-œsophagien, de citer 3 signes typiques, 7 signes atypiques et 4 signes d'alarme de reflux gastro-œsophagien, d'établir en 2 points le diagnostic positif du reflux gastro-œsophagien et d'énoncer 4 principes du traitement du reflux gastro-œsophagien. Pour ce faire, nous allons suivre un plan euh, dans lequel d'abord nous allons faire une brève introduction, ensuite nous aborderons des généralités, comment diagnostiquer, comment traiter et terminer par une conclusion. En introduction, le reflux gastro-œsophagien, comme Pascaline l'avait dit, est un phénomène physiologique. Il devient pathologique lorsqu'il est fréquent, s'accompagnant alors de symptômes et ou de lésions de la muqueuse œsophagienne. Il devient alors dans ce cas un problème de santé publique pouvant entraîner une altération de la qualité de vie des sujets. Et dans notre contexte béninois, le reflux gastro-œsophagien est souvent confondu avec la maladie ulcéreuse par les patients. En effet, il y en a plein qui se disent ulcéreux alors qu'ils ne souffrent qu'un d'un reflux gastro-œsophagien. Après cette introduction, nous allons aborder les généralités par la définition. Le reflux gastro-œsophagien désigne le passage à travers le cardiaque d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage en dehors de tout effort de vomissement. Cette définition nécessite qu'on complète avec des notions de nosologie. En effet, le reflux gastro-œsophagien peut être physiologique et c'est souvent le cas et ça peut survenir chez tout sujet de manière occasionnelle. Après, par exemple, un gros repas, on peut ressentir ce phénomène. Il devient pathologique lorsque la survenue est fréquente, s'accompagnant alors de symptômes
et ou de lésions de la muqueuse œsophagienne. Donc, dans ce cas, on parle du reflux gastro-œsophagien en termes simples et cela sous-entend le reflux gastro-œsophagien pathologique. Les Anglais ont un terme beaucoup plus approprié qui s'appelle gastro-œsophageal reflux disease. Et ça signifie bien une maladie du reflux gastro-œsophagien pour dire que c'est une situation pathologique. Ce reflux pathologique présente trois phénotypes, à savoir le reflux gastro-œsophagien non érosif. Dans ce cas, l'endoscopie sera normale. Le reflux gastro-œsophagien érosif, dans ce cas, on aura des lésions d'œsophagite. Et le reflux gastro-œsophagien avec endobrachioœsophage que nous expliquerons un peu plus loin. Après cette notion de nosologie, il importe de dégager l'intérêt du sujet. Et cet intérêt est de quatre ordres. D'abord, l'intérêt est d'ordre épidémiologique. En effet, le reflux gastro-œsophagien a une fréquence élevée. Cette fréquence peut atteindre 20 à 40% de la population adulte selon le lieu considéré dans le monde. Des études ont été faites à Cotonou par notre équipe et nous avions noté que le reflux touchait 25% des sujets admis pour une endoscopie digestive haute. Sa fréquence est de 35% en population générale à Cotonou, d'après une étude de notre maître, le professeur Serponou, et une prévalence semblable a été retrouvée, par exemple, en Afrique centrale, à Bujumbura. L'intérêt est d'ordre diagnostique. En effet, le diagnostic positif est facile dans les formes typiques où il repose alors sur la clinique. Il est difficile dans les formes atypiques, requérant alors l'endoscopie digestive, la pH-métrie qui n'est pas disponible chez nous en Afrique subsaharienne, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, cet examen n'est pas disponible. L'intérêt est d'ordre pronostic. En effet, l'évolution est souvent chronique, récidivante, entraînant alors une altération de la qualité de vie des sujets et des complications graves peuvent survenir, notamment l'adénocarcinome du bas œsophage. L'intérêt thérapeutique, nous le verrons, il y a le développement de nouveaux médicaments dans la prise en charge de cette affection. L'intérêt ainsi dégagé, il importe de faire des rappels pour mieux comprendre la leçon et nous ferons d'abord des rappels d'ordre anatomique et physiologique. Il faut dire que physiologiquement, la pression dans l'abdomen est positive, tandis que celle dans le thorax est négative. Et de fait, il existe une tendance physiologique à un reflux du contenu gastrique vers l'œsophage. Et pour contrecarrer cela, il existe premièrement une zone de forte pression située en bas de l'œsophage qu'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage qui s'oppose à ce reflux. Ensuite, interviennent les moyens de fixité de la jonction œsogastrique, notamment le méso-œsophage qui relie l'œsophage à la paroi, la membrane phréno-œsophagienne de Leimer qui relie l'œsophage au diaphragme, les ligaments gastrophréniques qui relient la grosse tubérosité fundique au diaphragme et le pars condensat du petit épliploon. Ensuite, il faut dire que la portion abdominale de l'œsophage intervient dans sa continence, puisque cette portion abdominale va être occluse lorsque l'estomac se remplit grâce donc à l'incisure cardiale qui se ferme lorsque l'estomac se remplit. Et de plus, la portion muqueuse de cette incisure qu'on appelle la valve cardiale ou valvule de Kubarov va aussi fermer le bas œsophage, toute chose qui concourt à une bonne continence du bas œsophage, du cardiaque. Il existe aussi des moyens de défense de l'œsophage qui interviennent dans la protection de l'œsophage, à savoir la résistance tissulaire
fait intervenir l'épithélium malpigien avec ses jonctions serrées, la sécrétion de mucus qui va tamponner l'acidité gastrique avec la production de bicarbonate par les cellules de la paroi œsophagienne, la capacité de réparation cellulaire, la clarence œsophagienne grâce au péristatisme et le flux salivaire du fait de la déglutition. Sur le plan physiopathologique, donc des facteurs anatomiques, à savoir par exemple la hernie hiatale, la cardiomyotomie de Heller, des facteurs fonctionnels, notamment les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage, l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage et d'autres facteurs tels que l'hyperpression abdominale, la stase gastrique vont favoriser la défaillance de la barrière anti-reflux dont nous avions parlé, ce qui va favoriser la survenue d'un reflux. Lorsqu'il y a une défaillance de la clairance œsophagienne, le sujet va ressentir des symptômes, mais aussi des lésions de la muqueuse œsophagienne vont survenir. Et du fait de la défaillance du sphincter supérieur de l'œsophage, des petites entités du contenu ayant reflué peuvent entraîner des irritations au niveau de la sphère ORL et respiratoire, responsables notamment des manifestations extra-œsophagiennes. Toujours sur le plan physiopathologique, concernant les facteurs anatomiques, nous avons essentiellement la hernie hiatale par glissement. Nous avions noté dans une étude à Cotonou que 43% des sujets présentant un reflux gastro-œsophagien avaient cette hernie hiatale. En fait, dans cette hernie hiatale, l'œsophage, le cardia, au lieu d'être en position intra-abdominale sous le diaphragme, va se retrouver au-dessus du diaphragme et alors perd sa continence, ce qui favorise le reflux gastro-œsophagien. Les autres facteurs dont nous avons parlé, notamment l'augmentation de la pression intra-abdominale favorisée par l'obésité, la grossesse, le ralentissement de la vidange gastrique, tel qu'on peut l'observer chez les sujets diabétiques ou après un repas hypercalorique, l'altération de la clairance œsophagienne dans le cadre de maladies telles que la sclérodermie et le contenu du reflux, notamment l'acidité qui est augmentée, par exemple, en cas de maladies avec hypersécrétion acide comme dans le Zollinger-Ellison. Alors, après ces éléments de généralité, nous allons aborder le diagnostic. Donc, comment diagnostiquer le reflux gastro-œsophagien? Le diagnostic va reposer sur les manifestations cliniques qui sont de type des signes typiques, mais aussi des signes atypiques qui sont digestifs et extra-digestifs et les signes d'alarme. S'agissant des signes typiques, il faut retenir qu'il existe deux signes typiques importants que sont le pyrosis et la régurgitation. Le pyrosis est défini comme une douleur à type de brûlure à début épigastrique qui va irradier de façon ascendante rétro-sternale vers la mâchoire et la cavité buccale. Les régurgitations sont définies comme une remontée du contenu gastrique jusqu'au pharynx sans effort de vomissement. Deux caractères sont importants pour affiner davantage ce diagnostic clinique de reflux gastro-œsophagien. Il s'agit avant tout du caractère postural, c'est-à-dire que les signes de reflux vont survenir notamment dans la position d'antéflexion du tronc, donc la position que vous adoptez par exemple pour nouer le lacet de votre soulier, c'est le signe du lacet de soulier de Hillman, ici illustré. Et le deuxième caractère est le caractère postprandial des symptômes. Donc, devant le pyrosis, les régurgitations, et davantage, s'il y a un syndrome postural, on va retenir le diagnostic positif clinique de reflux gastro-œsophagien. Outre ces signes typiques, il existe des manifestations atypiques qui sont d'ordre digestif, à savoir des douleurs épigastriques, souvent à type de brûlure, qui ne vont pas irradier, donc ne vont pas déterminer un pyrosis, des nausées, le hoquet, des éructations,
Ensuite, des manifestations d'ordre otorhinolaryngologique. Nous avions relevé que 35% des patients représentant un reflux gastro-œsophagien à Cotonou avaient ces manifestations ORL, donc c'est relativement fréquent. Il s'agit d'enrouement chronique de la voix, de laryngite qui est le plus souvent postérieur, de globus hystéricus, à savoir une sensation de boule dans la gorge, des dysesthésies bucopharyngées, l'otalgie qui est le plus souvent droite, parce que lorsque le contenu reflue, ça a tendance à passer par la trompe d'Eustache et comme à droite, la voie est plus droite, les manifestations seront volontiers à droite. Ensuite, les manifestations pulmonaires, à savoir l'atout chronique, l'asthme, les pneumopathies récidivantes, la fibrose pulmonaire. Il faut noter que parmi ces manifestations pulmonaires, les deux qui sont en gras, à savoir l'atout chronique et l'asthme, ont été les plus véritablement rattachés au reflux gastro-œsophagien. Les manifestations d'ordre cardiovasculaire, à savoir une douleur thoracique pseudo-angineuse, des manifestations stomatologiques, notamment l'halitose. L'halitose, c'est la sensation d'une mauvaise haleine. L'hypersialorée, des érosions dentaires ou une carie à répétition, qui sont aussi des manifestations dont le lien avec le reflux gastro-œsophagien a été véritablement établi. Ensuite, on peut avoir des manifestations d'ordre neurologique, à savoir des micro-réveils nocturnes qui vont engendrer une somnolence diurne chez les sujets atteints, source d'une altération de la qualité de vie. Il est important, devant des signes de reflux gastro-œsophagien, de rechercher des signes que nous désignons par des signes d'alarme. Ils sont de 4 types, à savoir la dysphagie. La dysphagie, c'est la difficulté à la déglutition avec sensation d'un blocage, d'une gêne, d'arrêt de la bouchée alimentaire lors de la déglutition. L'amaigrissement, il y a une perte de poids involontaire supérieure notamment à 10% du poids corporel, l'hémorragie digestive, l'anémie. Ces 4 signes qu'on n'entend pas signes d'alarme font rechercher l'existence de complications et il est important de savoir les rechercher devant toute manifestation de reflux gastro-œsophagien. Outre les manifestations cliniques, il est important de rechercher des signes paracliniques qui ne sont pas toujours indispensable à rechercher. Hein. Nous verrons dans la stratégie diagnostique quand est-ce qu'il faut réaliser l'endoscopie œsogastro-duodénale. À cette endoscopie, on recherche des lésions d'œsophagite. L'œsophagite, c'est l'inflammation de l'œsophage. Et donc ici, il s'agit d'œsophagite peptique qui est rapportée dans environ 30 à 50% des reflux gastro-œsophagiens dans la littérature, mais dans les études réalisées au Bénin, qu'il s'agisse de Cotonou ou de Parakou, nous avons relevé que cette œsophagite n'était présente que 12% des patients ayant un reflux gastro-œsophagien. Cette lésion d'œsophagite est gradée en 4 stades selon Savary-Miller. Et ainsi, c'est des érosions isolées ou multiples qui ne sont pas confluentes. Le grade 2, c'est des érosions ou ulcérations qui sont confluentes, mais non circonférentielles. Le grade 3, ça devient circonférentiel. Et le grade 4, c'est les complications telles que l'ulcère, la sténose du bas œsophage et l'endobrachyœsophage, qui est le remplacement de la muqueuse malpighienne de l'œsophage, du bas œsophage, par une muqueuse métaplasique de type intestinal ou plus rarement gastrique. C'est un phénomène d'adaptation. Cette gradation, selon Savary-Miller, est moins validée. Ce qui est plus validé, c'est la classification de Los Angeles. Et c'est normalement cette classification que nous, gastro-entérologues, devions plus souvent utiliser. Mais dans notre pratique, nous avons plus tendance à utiliser la classification de Savary-Miller, qui nous est un peu plus familier. Mais dans les recommandations internationales, c'est plus Los Angeles qui est validé. Et Los Angeles grades selon 4 grades, à savoir de A à D. En A, vous avez une ou plusieurs pertes de substances, mais de moins de 5 mm, hein, qui ne sont pas confluentes. Le grade B,
les lésions ne sont toujours pas confluentes, donc il n'y a pas d'atteinte de la muqueuse entre les érosions, mais cette érosion dépasse 5 mm de hauteur. Et le grade C, là, il y a l'atteinte des espaces entre les muqueuses, mais la circonférence atteinte est inférieure à 75% de l'ensemble de la muqueuse de la circonférence du bas œsophage. Et le grade D, la perte de substance, atteint plus de 75% de la circonférence et ça devient quasi circonférentiel. Ici, vous avez des lésions d'œsophagite avec à gauche, en haut à gauche, un ulcère œsophagien et à droite de l'écran, vous pouvez voir une sténose illustrée par une image de radiographie du thorax avec ingestion de produits de contraste, administration de produits de contraste, donc un transit œsogastro-duodénal et vous pouvez voir en bas de l'œsophage qu'il existe une sténose qui est illustrée sur l'image de l'endoscopie que vous voyez. Vous voyez que la lumière est très rétrécie, donc c'est une sténose peptique de l'œsophage, ça siège dans le bas œsophage et en bas, vous avez là des lésions d'endobrachie-œsophage. Alors, pourquoi le terme d'endobrachie-œsophage? Ce terme paraît un peu rébarbatif. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Brachie, ça veut dire court et œsophage. Donc, c'est un œsophage qui est court à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on fait l'endoscopie, dès qu'on arrive au bas de l'œsophage, on tombe déjà sur une muqueuse qui ressemble à la muqueuse gastrique. Hein, vous voyez là, en A, sur l'image d'endoscopie, des lésions d'endobrachie-œsophage. Donc, une muqueuse un peu rose pâle qui ressemble à la muqueuse gastrique qui remonte un peu dans la muqueuse œsophagienne. Donc, la hauteur de la muqueuse de l'œsophage est plus courte que normalement. Donc, en général, ça s'étend sur 40 cm. Vous allez voir dans les endobrachie-œsophages, selon la longueur de l'endobrachie-œsophage, l'œsophage, la muqueuse, la hauteur de la muqueuse peut être, par exemple, seulement de 35 mm. Donc, 35 cm. Donc, l'œsophage est court quand on le regarde à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, si l'œsophage est regardé de l'extérieur, la longueur normale de l'œsophage est conservée. D'où ce terme d'endobrachie-œsophage qu'on appelle encore muqueuse œsophage de Barrett. Hein, œsophage de Barrett. Voici donc ici schématisé sur cette diapositive l'œsophage de Barrett. Vous voyez donc l'œsophage qui s'arrête à la jonction œsogastrique et on voit au-dessus de la jonction œsogastrique une muqueuse qui n'est pas de type malpighienne et qui remonte. Ainsi, donc, on arrive à caractériser l'endobrachie-œsophage selon sa hauteur maximale, circonférence, l'étendue de la partie circonférentielle et l'étendue de la hauteur la plus importante. Et C pour la partie circonférentielle et M pour la hauteur maximale. Et si vous voyez par exemple sur ce schéma, comme la partie circonférentielle fait 2 cm, on va dire C2 et l'extension maximale étant de 5 cm, on va dire C2M5. Donc, c'est un endobrachie-œsophage ou œsophage de Barrett classé selon la classification de Prague en C2M5. C'est important parce que selon la hauteur de l'extension, on va déterminer la fréquence de surveillance parce que l'endobrachie-œsophage est une lésion prénéoplasique. Ça va favoriser la survenue de cancer de l'œsophage. Outre l'endoscopie, l'on peut utiliser la vidéocapsule endoscopique comme alternative, mais ceci est encore à l'étude. Elle n'est pas encore validée. C'est pour se passer de l'endoscopie œsogastro-duodénale qui est un acte un peu invasive et très craint par nos patients. La pH-métrie est un examen qui n'est pas disponible au Bénin
mais qui est d'une importance euh, très élevée dans l'exploration du reflux gastro-œsophagien. La pH-métrie consiste à mesurer le pH dans l'œsophage en disposant une électrode dans l'œsophage, environ 5 cm de la jonction œsogastrique, pour mesurer le pH dans le bas œsophage, en général sur une durée de 24 heures. Et actuellement, il existe des pH-métries sans fil qui permettent des enregistrements plus longs sur 94 heures. On va dire qu'il y a un reflux gastro-œsophagien lorsque l'exposition acide totale, c'est-à-dire le temps passé en dessous de pH 4, est supérieur à 6% du temps d'enregistrement de cette pH-métrie. Dans certains cas, on peut avoir recours à une pH impédance métrie. Nous verrons plus loin quand est-ce qu'on peut recourir à ça. C'est notamment pour détecter des reflux peu ou non acides qu'on va utiliser cette méthode. Le transit œsogastro-duodénal sera utilisé lorsqu'il y a une suspicion de sténose œsophagienne et la manométrie œsophagienne est nécessaire surtout lorsqu'il y a une indication opératoire. Donc, ça n'a pas vraiment un intérêt en termes de diagnostic positif du reflux, mais dans l'évaluation préopératoire. Sur le plan de l'évolution, il faut noter que le reflux gastro-œsophagien est une affection souvent bénigne, mais d'évolution chronique. Après 10 ans, 2 tiers des patients présentent des symptômes persistants qui vont ensuite altérer la qualité de vie du sujet, le sommeil qui est perturbé avec des réveils multiples, gênant le sujet dans la journée, les loisirs peuvent être perturbés parce que, par exemple, certains sports qui entraînent une antéflexion du tronc vont être gênants pour le sujet et ceci inclut l'activité sexuelle qui peut nécessiter qu'on se mette en antéflexion, peut être perturbée et vous imaginez le retentissement que ça peut avoir dans le couple. Et l'alimentation, parce que ça peut nécessiter le reflux des restrictions alimentaires pour le sujet. Nous verrons ça un peu plus loin. Et l'évolution peut être émaillée de complications qui sont classiquement de 6 types. Il s'agit de l'œsophagite peptique sévère. On va dire que l'œsophagite est sévère lorsque c'est de grade C ou D, selon Los Angeles. Et il peut s'agir d'un ulcère de l'œsophage, d'une sténose. On dit qu'il y a ulcère lorsque la perte de substance est plus profonde, atteignant la musculeuse, bien sûr. La sténose œsophagienne, il s'agit d'un rétrécissement de la lumière œsophagienne. Les hémorragies digestives sous forme le plus souvent d'hématémèse, qui peut se compliquer d'anémie. L'endobrachioœsophage ou œsophage de Barrett, dont nous avions parlé. Et la dernière complication la plus redoutable, c'est le cancer du bas œsophage, qui est de type adénocarcinome. Pour les plus futés parmi vous, ils vont se dire, mais pourquoi adénocarcinome alors que la muqueuse œsophagienne est de type malpighienne? On s'attendrait à ce que le cancer ici qui survient dans l'œsophage soit un carcinome épidermoïde. Oui, dans le tiers supérieur et le tiers moyen, il s'agit le plus souvent de carcinome épidermoïde, mais dans le bas œsophage, comme ce cancer survient sur une muqueuse métaplasique, c'est-à-dire l'endobrachioœsophage, qui est une muqueuse cylindrique, alors le cancer est le plus souvent un adénocarcinome et la fréquence de cet adénocarcinome est en augmentation dans le monde du fait de l'augmentation de la fréquence du reflux dans le monde, du fait de la croissance de l'obésité. Il est important de connaître la stratégie pour le diagnostic positif. En effet, je l'avais dit, l'endoscopie ou les explorations paracliniques ne seront pas systématiques. Ainsi, lorsque les symptômes sont typiques et que le sujet est âgé de moins de 50 ans, dans notre contexte, on peut rabaisser même cet âge à 45 ans, je reviendrai là-dessus, parce que le cancer de l'œsophage chez nous survient à des âges un peu plus jeunes, entre 50 et 55 ans. Donc, il faut se donner 5 à 10 ans avant l'apparition de ce cancer et donc on devrait rabaisser autour de 45 ans au lieu de 50 ans tel que dit dans les recommandations internationales. Et lorsqu'il n'y a pas de signes d'alarme, les signes d'alarme dont nous avions parlé, à savoir l'amaigrissement, la dysphagie, l'anémie,
et les hémorragies digestives. Donc, s'il n'y a pas ces éléments-là et que les signes sont typiques, à savoir pyrosis et régurgitation, qui ont une spécificité de 95% pour le reflux gastro-œsophagien, alors il n'y a pas d'examen complémentaire à faire. Le diagnostic de reflux gastro-œsophagien peut être retenu et le sujet est ensuite traité. Et on aura recours à l'endoscopie dans un deuxième temps seulement si les symptômes persistent ou récidivent à l'arrêt du traitement. Deuxième situation, c'est les symptômes sont atypiques, où l'âge est supérieur ou égal à 50 ans, où il existe un signe d'alarme, ou échec d'un traitement par IPP ou récidive après l'arrêt du traitement par IPP. Dans ce cas, on aura recours à une endoscopie œsogastro-duodénale. Et s'il n'y a pas d'œsophagite et l'œsophagite de grade C ou D qui sont vraiment évocatrices de reflux gastro-œsophagien, s'il n'y en a pas, à l'endoscopie œsogastro-duodénale, on aura recours à la pH-métrie. Toutefois, dans notre contexte et dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, cette pH-métrie n'est pas disponible. À ma connaissance, ce n'est disponible que actuellement au Cameroun en privé. Et donc, vous voyez, ce n'est pas ordinairement disponible dans notre contexte. Et donc, les recommandations internationales disent que le reflux gastro-œsophagien est considéré comme prouvé, hein, lorsqu'il existe une œsophagite de grade C ou D, donc une œsophagite sévère, ou il existe un endobrachioœsophage de plus d'1 centimètre, prouvé histologiquement. C'est-à-dire que quand on suspecte clinique endoscopiquement l'endobrachioœsophage, il faut faire des biopsies et envoyer pour prouver histologiquement qu'il s'agit bien d'un endobrachioœsophage. Lorsqu'il existe une sténose peptique ou lorsqu'il y a une exposition acide totale à la pH-métrie supérieure à 6%, alors on peut dire que le reflux gastro-œsophagien est prouvé. Dans les autres cas, ce n'est pas vraiment prouvé. Donc, en résumé du diagnostic positif, et nous avons contextualisé ce résumé, le diagnostic se conçoit différemment selon la présentation. Chez les sujets de moins de 45 ans, hein, dans les recommandations internationales, c'est 50 ans, qui présentent des signes typiques et en l'absence de signes d'alarme, le diagnostic est exclusivement clinique. Lorsque le sujet est âgé de 45 ans ou plus ou présente des signes d'alarme et ou en cas de manifestation atypique et ou en cas de résistance au traitement ou récidive, dans ce cas, le diagnostic est évoqué sur les éléments cliniques, mais confirmé par l'endoscopie. Et si l'endoscopie n'est pas contributive, dans les contextes où on en dispose, on aura recours à la pH-métrie, voire à la pH-impédance-métrie, mais nous n'en disposons pas. Et donc, pour contextualiser, dans ces situations, nous allons retenir un diagnostic probabiliste et avoir recours au traitement par IPP, inhibiteur de la pompe à protons dans notre contexte et apprécié selon l'évolution. Il existe des manifestations qui peuvent prêter à confusion avec le reflux gastro-œsophagien et c'est ces manifestations que nous allons voir dans le diagnostic différentiel. À l'étape clinique, dans les formes typiques, le problème du diagnostic différentiel ne se pose pas réellement, mais c'est dans les formes atypiques qu'il faut pouvoir éliminer des maladies ORL, des maladies cardiovasculaires et c'est très important devant toute douleur précordiale d'éliminer une cause cardiovasculaire avant d'envoyer le malade chez le gastro-entérologue. Devant les manifestations pulmonales, il faut éliminer un asthme. Et à l'étape endoscopique, en face d'une œsophagite, il faut bien sûr éliminer les œsophagites telles que caustiques, infectieuses, et surtout l'œsophagite éosinophile que nous ne recherchons pas assez dans notre contexte. Hein. Il est important de savoir biopsier les lésions d'œsophagite pour écarter cette hypothèse. D'ailleurs, nous avons fait une étude sur la dysphagie dans notre contexte. On n'avait relevé aucun cas d'œsophagite éosinophile, ce qui est étonnant, c'est surtout parce que nous ne faisons pas assez de biopsies des lésions œsophagiennes. Et en cas de sténose, il faut éliminer les autres causes de sténose. Les causes d'erreur éliminées, il faut bien sûr savoir rechercher la cause parce que
Dans certains cas, une cause peut être retrouvée. Il faut savoir que le reflux gastro-œsophagien est une affection multifactorielle, le plus souvent idiopathique, due à des relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage survenant surtout en postprandiale, mais il existe des facteurs anatomiques tels que la hernie hiatale par glissement, certaines interventions sur la jonction œsogastro-duodénale, œsogastrique, et d'autres facteurs tels que l'hyperpression abdominale en cas de grossesse ou d'obésité, des facteurs diminuant le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage, notamment l'alimentation gras, l'alcool, le tabac, le café, le thé, certains médicaments, et nous en passons s'agissant des causes. Alors, le reflux reconnu, les causes d'erreur éliminées et l'étiologie probable identifiée, il importe de traiter le sujet et nous allons donc aborder ça en commençant par le but. Le but, c'est d'abord soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des sujets, cicatriser les lésions œsophagiennes endoscopiques et prévenir les récidives. Pour atteindre ce but, nous disposons de différents moyens qui sont d'ordre hygiéno-diététique, des moyens médicamenteux classés en 3 catégories, à savoir les alginates et antiacides, les prokinétiques, dont nous en parlerons peu parce qu'ils ne sont pas efficaces véritablement dans le reflux gastro-œsophagien, les antisécrétoires comprenant les antihistaminiques de type 2, mais surtout les inhibiteurs de la pompe à protons, en abrégé IPP, les moyens chirurgicaux et les moyens instrumentaux. S'agissant des moyens, des mesures hygiéno-diététiques, alors ces mesures doivent toujours être de mise. Les 3 les plus validés sont d'abord de surélever la tête du lit d'environ 30 degrés. Mais quand vous dites 30 degrés au malade, c'est difficile à faire pour lui. Si vous lui dites de 15 cm, il comprendra plus facilement. Et pour le faire, il faut bien expliquer au malade, il ne s'agit pas de mettre plusieurs oreillers. Il s'agit ici de remonter la tête du lit en mettant par exemple des briques de 15 par terre sous les pieds de la tête du lit ou demander à un menuisier de faire des socles ayant la forme de briques d'environ 15 cm de hauteur que vous posez par terre pour que le lit fasse une pente plutôt que d'utiliser plusieurs oreillers qui ne relèvent pas, qui ne permettent pas réellement de mettre le sujet en position demi-assise et qui peuvent même engendrer des problèmes rhumatologiques par la suite. Deuxième mesure validée, ayant prouvé son intérêt, c'est respecter un intervalle de moins 2 à 3 heures, plutôt plus 3 heures que 2 heures, entre le repas et le moment de se coucher. C'est valable aussi pour faire une sieste. Il vaut mieux rester en position demi-assise après un repas que de s'allonger immédiatement après un repas. Il est important de perdre du poids lorsque le sujet est en surpoids ou en obésité. Il faut le lui conseiller. C'est très important. Ça peut améliorer les symptômes de reflux. Les autres mesures moins bien validées, c'est éviter le café, le tabac, l'alcool, les épices, les boissons gazeuses, les repas trop riches, trop copieux, trop gras. Fractionner les repas. Les volumes de repas ne doivent pas dépasser 400 millilitres pour ne pas trop remplir l'estomac, parce que plus c'est plein, plus ça aura tendance à refluer. D'éviter les vêtements trop serrés. Se coucher sur le côté gauche, cette mesure semble aussi assez validée par les données sur le reflux gastro-œsophagien, parce que quand on se couche sur le côté gauche, on expose moins le cardiaque au reflux du contenu gastrique que si on se couchait sur le dos ou sur le côté droit. Il faut lutter contre la constipation, puisque la constipation va entraîner des efforts de poussée abdominale. Et quand vous poussez, vous augmentez la pression abdominale et vous favorisez le reflux gastro-œsophagien. Donc, il faut donner des conseils, notamment la boisson importante, la consommation importante de liquide d'eau, notamment entre les repas. Il ne faut pas boire beaucoup immédiatement lors des repas, sinon vous augmentez le volume gastrique et vous allez
favoriser le reflux. Donc, c'est surtout entre les repas qu'il faut boire, consommer assez de fibres alimentaires des fruits et légumes et éviter les facteurs alimentaires déclenchants identifiés par le patient. Il ne s'agit pas ici de donner toute une liste d'aliments à éviter aux malades, mais il s'agit de lui dire à lui-même de faire attention, d'avoir un cahier, de noter les facteurs qui semblent lui déclencher le plus souvent la gêne et de les éviter dans la mesure du possible pour améliorer la survenue des symptômes. En dehors des mesures hygiéno-diététiques, on dispose de mesures médicamenteuses et en premier les alginates ou les antiacides. Comme alginate, il s'agit de l'alginate de sodium associé à du bicarbonate de sodium en suspension, commercialisé sous forme de sachet à donner à un sachet ou en suspension buvable à prendre avec des cuillères mesure ou cuillerée à café certaines présentations sont plus rarement sous forme de comprimés à croquer 3 à 4 fois par jour après les repas. L'hydroxyde d'aluminium ou hydroxyde de magnésium en suspension buvable ou comprimé à donner aussi après les repas. Donc, les alginates et les antiacides sont à prendre après les repas ou une quatrième dose éventuellement au coucher. Les effets secondaires principaux de ces antiacides, c'est essentiellement la diarrhée pour les produits à base d'hydroxyde de magnésium et la constipation pour les produits à base d'hydroxyde d'aluminium. Le deuxième moyen médicamenteux très important, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Ils sont de 5 types, à savoir l'oméprazole, et je vous ai mis la simple dose et la demi-dose. La simple dose ou la pleine dose, c'est 20 mg pour l'oméprazole, 30 mg pour le nasoprasol, 40 mg pour le pantoprazole, 20 mg pour le rabéprazole et les oméprazole, 40 mg. Quand on dit demi-dose, il suffit de diviser la dose en deux. Hein? Et il faut dire que pour l'oméprazole, on n'utilise pas la demi-dose. Et quand on dit double dose, il faut donner la pleine dose matin et soir. Hein? En général, on utilise la pleine dose une fois par jour. Et il faut donner les inhibiteurs de la pompe à protons de préférence à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. C'est plus efficace que de les donner après un repas. Et le traitement dure en général 4 à 8 semaines. Est-ce que les IPP sont équivalents? C'est ce que la littérature dit souvent, mais il existe de plus en plus des données qui montrent que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez ici la comparaison de l'esoméprazole et du lansoprazole. Si les deux semblent d'efficacité égale pour des œsophagies de grade A ou B, quand on prend les grades plus sévères, C et D, on voit que la différence est significative que l'esoméprazole fait mieux que le lansoprazole. Donc, il faut savoir changer éventuellement d'IPP lorsqu'on n'a pas un résultat satisfaisant avec un premier IPP. Les effets secondaires des IPP, c'est dans les traitements de courte durée, les céphalées, la diarrhée, dans les traitements de longue durée, notamment la pullulation microbienne, notamment surtout l'infection par Clostridium difficile, les hypomagnésémies, l'ostéopénie qui peut être source de fractures. Dans 30%, il peut y avoir un échec. Comme l'illustre ici, l'étude de Castel, vous avez vu, 30% des malades n'ont pas un soulagement satisfaisant sous IPP et dans ces cas, on parle de reflux réfractaire. Il est en cours de développement d'autres médicaments et ici, je vous ai mis donc les médicaments, les nouveaux médicaments qui sont déjà disponibles en Asie. On les appelle des PCAPS, potassium competitive acid blockers. Et celui qui est le plus commercialisé, c'est le vonoprazan. Il est en cours d'étude actuellement en phase 3 dans les pays européens et dans les pays aux États-Unis. Par contre, il est déjà commercialisé en Asie. Et vous pouvez voir sur l'image de droite une cellule pariétale avec illustré la pompe à protons et le canal potassique. Vous savez que la pompe à protons échange H+ contre du potassium qui va être expulsé de la cellule
Et donc, pour compenser euh, le, la libération de l'acide chlorhydrique. Et donc, l'effet de ces nouveaux médicaments, c'est d'inhiber le canal potassique et donc de bloquer par ce fait de compétition la pompe à protons. Les moyens chirurgicaux, c'est notamment la phendoplicature de Nissen. Dans ce cas, on utilise donc complètement le fundus qu'on enroule autour du bas œsophage pour avoir davantage de continence sur 360 degrés pour le Nissen, alors que le toupet, on fait seulement une phendoplicature postérieure. Il faut dire qu'il existe des effets secondaires pour ce traitement, 1 à 3 de dysphagie et des gènes tels qu'une possibilité à érupter. Les moyens instrumentaux, c'est la dilatation œsophagienne pour les sténoses, la mucosectomie, la dissection dans certains cas de foyer dysphasique, la radiofréquence et des nouveaux traitements en cours d'évaluation dont nous pourrons parler. Donc, ces traitements seront différemment utilisés selon les indications. Lorsque on a un reflux sans œsophagie, peu fréquent, moins d'une fois par semaine, on va recourir aux alginates ou aux anti-H2. Mais lorsque les symptômes sont plus fréquents, on donnera des IPP à demi-dose. Et on aura recours à un traitement sur le long terme en entretien par IPP à la demande ou en continu selon la fréquence des symptômes. Lorsque l'œsophagite existe et est peu sévère, on aura recours aux IPP à demi-dose pendant 4 semaines. Et quand les lésions sont plus sévères, l'IPP est donné à pleine dose pendant 8 semaines avec un traitement d'entretien par la suite. Lorsqu'il y a des manifestations extra-digestives, on aura recours à l'IPP double dose pendant 3 semaines. En cas de sténose, pleine dose d'IPP en continu avec éventuellement la dilatation. L'endobrachioœsophage, il y aura besoin de surveiller et les IPP, si c'est symptomatique. Dans le reflux réfractaire, il faut mieux utiliser les IPP en augmentant la dose à double dose par jour, en veillant à ce que ce soit pris vraiment à jeun et éventuellement associer un IPP à un anti-H2 ou à un aux alginates. Et ici, vous avez, dans les cas réfractaires, l'attitude à adopter, optimiser la dose en donnant double dose. Et si après 3 mois, il y a échec, on aura recours à l'endoscopie sans traitement lorsqu'on n'avait pas de reflux prouvé ou sous traitement lorsque le traitement, le reflux était antérieurement prouvé et selon les résultats, on aura recours à différents traitements. Dans certains cas, on donnera des antidépresseurs lorsque on a vu qu'il n'y a pas vraiment de reflux, mais c'est une hypersensibilité œsophagienne. Les principes du traitement, donc, c'est les mesures hygiéno-diététiques, le traitement par les alginates ou antiacides dans les formes peu symptomatiques, les IPP pendant 4 à 8 semaines dans les formes symptomatiques ou compliquées, le traitement endoscopique ou chirurgical dans les formes compliquées ou récidivantes. Nous allons conclure en disant que c'est une affection fréquente pouvant altérer la qualité de vie. Le traitement est essentiellement médical. Il y a nécessité de disposer de la pH-métrie dans notre contexte puisque nous avons vu que cela a une importance dans l'évaluation des malades. Comme message à retenir, donc, la prise en charge du reflux gastro-œsophagien dépend en grande partie de sa présentation clinique. Les examens complémentaires sont indispensables si l'âge est supérieur à 50 ans ou des signes atypiques ou signes d'alarme. En cas de complications graves possibles, les complications graves possibles sont l'endobrachioœsophage, voire l'adénocarcinome. Le traitement repose essentiellement sur les mesures hygiéno-diététiques et les inhibiteurs de la pompe à protons éventuellement associés à un alginate ou un antiacide. Le meilleur candidat à la chirurgie est celui qui présente un tableau clinique typique et qui a bien répondu au traitement, mais qui ne veut pas poursuivre le traitement au long cours. Je vous remercie de m'avoir écouté et je donne la parole aux organisateurs pour le débat. Merci beaucoup à vous. Je vous l'avais prédit et je vous l'avais bien dit au départ qu'on aura droit à une communication avec autant de clarté des enfants. Merci beaucoup à vous, professeur, pour cette communication super intéressante. Nous allons passer, comme vous l'avez dit, à la phase des questions et réponses. Au départ, nous étions à 20. Maintenant, nous sommes entre 117 et 118, en tout cas. Donc, merci vraiment à vous. Très bien.
Donc, nous allons commencer avec la phase des questions et réponses. Toute personne qui a une préoccupation, qui a un partage, quelque chose à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui, il suffira juste de lever la main et je vais vous donner la parole. Vous allez pouvoir poser votre question, votre préoccupation ou faire votre partage d'expérience par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Je Merci remercie beaucoup, Pascaline. également, Je voudrais dire que oui, je mettrai à votre disposition le diaporama pour partage avec les participants sans souci. d'accord. Merci beaucoup à vous. Je voulais remercier particulièrement aussi nos maîtres qui sont dans l'assistance. Je leur dis merci d'être venus suivre cette communication avec nous. Et je vais profiter pour également inviter les enseignants qui n'ont pas encore eu une communication avec Rima. Voilà, de bien pour vouloir accepter cela les prochaines fois. Donc, nous allons laisser la parole au public. Si vous aviez des questions, des préoccupations, je vous laisserai la parole. Je pense que c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Oui, je donne la parole à Madame Miratoy. Bonjour tout le monde. J'ai pris la communication en cours de route, désolée. Ma question, c'est que moi, je suis médecin généraliste et j'ai beaucoup de cas de patients qui se plaignent en fait de symptômes digestifs, notamment des reflux, des brûlures épigastriques ou bien des formes plus atypiques comme des toux ou une chaîne. Et c'est parfois très difficile de faire la part. Donc, je demande pardon encore parce que je n'ai pas vu la partie diagnostic avec les signes positifs. Donc, je ne sais pas si ça avait été évoqué. Donc, les patients se plaignent énormément et des fois, on n'arrive pas à savoir. Par exemple, le dernier cas que j'ai eu, c'était cette semaine. Le patient est venu, il dit que dès qu'il mange, il sent Je une vais constriction. demander, excusez-moi, docteur Mira, je vais demander, s'il vous plaît, à ceux qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer le micro. Merci. Docteur Mira, vous avez la parole. Excusez-moi. Merci, docteur. Donc, le patient que j'ai reçu lundi ou mardi, il est venu se plaigner de constriction œsophagienne. Et enfin, en tout cas, il montrait le cou et d'une constriction thoracique qui est déclenchée par la prise des aliments. Il dit que dès qu'il prend les aliments, il commence à sentir que sa poitrine, ça se serre et que dans le cou, ça se serre. Donc, moi, j'ai pensé direct dysphagie. Dans la suite, il dit encore que quand il mange, je lui ai mis un IPP matin et soir et je lui ai mis, désolé, je vais citer une spécialité du Pepsan, 3 fois par jour et éventuellement une dernière dose au coucher. 3 jours après, il m'appelle encore, c'était hier, pour me dire que ça ne va pas, que dès qu'il mange, il a l'impression qu'il va s'évanouir, qu'il ne se sent pas bien, que que la prise alimentaire lui donne le tournis, en fait, le vertige et qu'il ne se sent pas bien, toujours les mêmes symptômes, constriction thoracique et constriction dans la gorge. Vraiment, cette symptomatologie-là m'a complètement perdue et je ne comprenais pas parce que c'est pas typique de ce qu'on nous avait enseigné. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des RGO sur cette forme-là? Évidemment, je lui ai demandé une endoscopie pour être plus sûr hier parce que, bon, c'est vrai, c'est un sujet jeune, il a 20 ans, mais j'étais obligée parce que les symptômes me perdaient un peu. Ça, c'est ce cas-là. Maintenant, on a aussi le cas des femmes enceintes. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes principes thérapeutiques chez les femmes enceintes ou bien compte tenu du thème ou de l'âge gestationnel, il y a des précautions particulières à prendre. Même moi, j'ai eu mon expérience où quand j'étais enceinte, malgré la prise d'IPP, le RGO ne m'a pas lâché jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux femmes qui sont enceintes pour lutter contre le RGO? Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Mira. Euh, S'il vous plaît, professeur, est-ce que vous aimeriez répondre en même temps ou est-ce que vous voudriez qu'on fasse une liste de 5 personnes? Oui, on peut faire une liste de 5 personnes. D'accord. OK, merci beaucoup. Dans la messagerie, j'ai vu qu'il y a docteur Madje qui demande la parole. Après, juste
Madame ou Monsieur Ingrid, vous aurez la parole. Madame ou Monsieur Ingrid, vous avez la parole. Ok, merci, docteur Pascaline. Je remercie au professeur pour cette brillante présentation. Moi, j'ai quelques préoccupations. Je suis docteur Ingrid, je suis médecin au Mali. D'accord. Bon. Maintenant, ma préoccupation, c'est par rapport au traitement. Est-ce que dans votre traitement, vous utilisez du domperidone? Parce que j'ai vu, vous avez parlé d'alginate et d'IPP, mais j'ai pas vu de domperidone. Donc, du coup, je me demandais si c'est indiqué. Et par rapport aux activités sportives, j'aimerais savoir si au fait de faire des abdos, ça aussi c'est contre-indiqué pour éviter le reflux. Et une dernière question, c'est par rapport aux aliments épicés. Parce que vous avez parlé du tabac, de l'alcool et autres. Est-ce que les aliments épicés sont contre-indiqués dans le reflux? Merci. Merci beaucoup à vous, docteur Ingrid. Il y a docteur Madej qui voudrait prendre la parole. Je pense que vous avez la parole si vous êtes toujours intéressé. Docteur Madej, vous êtes là. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Merci Pascaline. Nous remercions le professeur pour sa présentation qui a été quand même très très claire. J'ai une préoccupation par rapport particulièrement au traitement. Il s'agit des œsophagites, des reflux gastro-œsophagiens dus aux éosinophiles. Il a parlé de la biopsie qui permet d'aller voir la présence de polynucléaires éosinophiles à la biopsie. Je voudrais savoir s'il y a une particularité pour le traitement quand à la biopsie on a des éosinophiles ou c'est toujours pareil, IPP et alginate et antiacide. Ce sera tout. Merci. Merci de nous donner la chance de vous connaître. C'est Dr Madjer Debé, je suis médecin généraliste béninois. D'accord, merci beaucoup. Merci, Dr Il y avait Pascal. aussi le micro de docteur Agoro qui était allumé par moment. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. S'il y a des personnes qui ont des difficultés à lever la main. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la parole. Merci au professeur pour la présentation. Docteur Agoro, médecin généraliste béninois. Et la présentation a été claire, en effet. Bon, ça ne nous permet pas d'évoquer plusieurs interrogations. Mais néanmoins, je voulais demander à la diapositive 18, le professeur parlait du diagnostic étiologique où il évoquait les formes anatomiques. On parlait d'une hernie par glissement. Je voulais savoir qu'en est-il des autres types d'hernies hiatales par roulement qui peuvent aussi, où ça n'indique pas, ou ça ne peut pas induire un reflux ou pas. Qu'en est-il des incontinences cardiaques qu'on peut avoir ou qu'on évoque souvent à l'endoscopie? Est-ce que ce sont des variantes anatomiques qui peuvent induire un reflux gastro-œsophagien? Ça serait tout. Merci. Merci beaucoup, docteur Agoro. J'ai vu le micro de docteur Lafia, je pense. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Voilà, Tout à fait. donc vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Merci, docteur. Donc, je suis le docteur Lafia du Bénin et je remercie le professeur pour sa présentation. Et il faut dire que j'ai pris la communication, j'ai pris le train en marche, donc j'ai pas suivi toute la communication et j'ai cru comprendre à la fin que le professeur nous faisait comprendre que il allait mettre à disposition la présentation. Et donc, je voudrais savoir sur quel lien ou bien comment faire pour l'obtenir, la présentation du professeur. Merci. Je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que je vais répondre à votre question. Merci, docteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Il y a que des Béninois et une seule Malienne. Je ne comprends pas aujourd'hui. Professeur, je vous donne la parole d'abord pour répondre aux différentes interrogations en attente. Merci beaucoup, docteur Facido. Je remercie les collègues qui ont posé des questions. Cela montre l'intérêt qu'ils ont porté à ma présentation. Docteur Merat Toli, si j'ai bien retenu le nom, qui est médecin généraliste, voit beaucoup de cas de patients présentant des symptômes digestifs. Effectivement, bon, c'est fréquent dans notre contexte et c'est pour cela que, d'ailleurs, nous espérons bientôt ouvrir le DES
d'hépatogastroentérologie pour davantage former des gastroentérologues dans notre pays. Nous espérons que nous allons y arriver pour qu'il y ait davantage de spécialistes de ce, d'hépatogastroentérologues dans notre pays. Alors, elle a posé le problème de patients difficiles à traiter, notamment ceux qui présentent une toux chronique, et elle a donné le cas d'un patient qu'elle a eu à gérer récemment. Effectivement, bon, j'avais montré dans la présentation comment faire le diagnostic positif, et je vous fournirai donc le diaporama pour voir ça. Le diagnostic est aisé quand les manifestations sont typiques, à savoir le pyrosis et la régurgitation, et davantage lorsqu'il existe un syndrome postural. Dans les manifestations atypiques isolées comme la toux chronique, là, c'est difficile de relier le reflux gastro-œsophagien à ces symptômes. Il est important dans ces cas d'envoyer d'abord le malade chez le spécialiste pour éliminer devant une toux chronique une cause pleuropulmonaire avant de retenir le reflux gastro-œsophagien, surtout dans notre contexte où nous ne disposons pas de la pH métrie pour pouvoir documenter le reflux gastro-œsophagien en reliant les symptômes au résultat de la pH métrie. Alors, donc, il est important dans ces cas-là de faire gérer par le spécialiste. Et lorsqu'on a écarté une affection pleuropulmonaire en cause, on peut retenir le diagnostic s'il y a notamment des arguments à l'endoscopie qui sont en faveur. Notamment, je l'ai montré, actuellement, c'est validé qu'il faut retenir le diagnostic lorsqu'il existe des lésions œsophagiques de grade B, C, D de Los Angeles, lorsqu'il y a une sténose peptique ou lorsqu'il y a un endobrachiosophage de plus de 1 cm, on est sûr que ces manifestations-là sont en rapport avec le reflux gastro-œsophagien. On peut traiter le patient comme tel. Et dans ces cas de toux chronique, il est recommandé de donner l'IPP à double dose matin et soir pendant 3 mois. Donc, il faut traiter assez longtemps pour avoir satisfaction. Hein. Le cas où le patient présente une constriction œsophagienne allant vers le cou et tout, ça peut bien correspondre au reflux gastro-œsophagien, hein, comme vous avez bien fait de l'envoyer faire une endoscopie œsogastro-duodénale, ça peut être une manifestation atypique du reflux. Donc, nous, on va pouvoir faire l'endoscopie pour voir s'il y a des signes en faveur du reflux. Et vous aviez mis l'IPP, peut-être que ça dépend de la dose que vous avez mise, vous n'aviez pas précisé, et il faut bien faire prendre l'IPP à jeun. L'erreur que commettent certains collègues, c'est de donner l'IPP le soir après un repas, parce que souvent, comme les symptômes sont plus importants le soir au coucher, on a tendance à mettre l'IPP le soir. Les IPP contrôlent un peu moins bien l'acidité nocturne. Donc, la nuit, leur effet est moins important. Ce qu'il faut, c'est donner à pleine dose le matin, à jeun 30 minutes avant le repas, et au besoin, doubler la dose, c'est-à-dire matin et soir. Mais dans tous les cas, même le soir, si le malade doit le prendre, à jeun 30 minutes avant le repas, et pendant une durée suffisante, 4 à 8 semaines de traitement, éventuellement associé à des alginates ou antiacides que le malade prendra après les repas et en plus avant le coucher. Et bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques qui ont une place importante pour renforcer tout ceci et améliorer le résultat du traitement. C'est ce que je peux dire par rapport à sa première question. S'agissant des femmes enceintes, oui, effectivement, le reflux est très fréquent chez la femme enceinte. Nous en avions parlé dans les causes, à cause de l'augmentation de la pression abdominale liée à la grossesse. Donc, le reflux sera d'autant plus important qu'on évolue
vers la fin de la grossesse, mais aussi les facteurs hormonaux qui vont diminuer un peu le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage et favoriser le reflux gastro-œsophagien. Alors, est-ce que les IPP peuvent être utilisés chez la femme enceinte? Oui. Il y a les IPP les plus validés chez la femme enceinte, c'est les plus anciens, notamment l'oméprazole, mais aussi de plus en plus de données avec l'esoméprazole qui peuvent être utilisées chez la femme enceinte sans souci. En général, on commence par les antiacides si les symptômes ne sont pas, ou les alginats si les symptômes ne sont pas très fréquents. Mais le plus souvent, ça ne suffit pas et on a recours aux IPP chez la femme enceinte. On peut l'utiliser, il n'y a aucun souci. Lorsqu'on utilise un IPP et qu'on n'a pas une efficacité suffisante, il faut penser à changer d'IPP, voir. Et comme j'en avais parlé, parce que les IPP ne sont pas tout à fait équivalents et il y a une susceptibilité individuelle. C'est ce que moi j'ai remarqué dans ma pratique. Vous verrez, par exemple, l'esoméprazole bien marcher chez un malade, alors que chez un autre, il va donner moins bien satisfaction, alors que c'est le pantoprazole qui va mieux le soulager, lui. Donc, il faut savoir changer d'IPP et on améliore les résultats. Pour répondre à la question de Ingrid du Mali, que je salue et que je remercie de nous suivre depuis le Mali, la place du dompéridone. Le dompéridone, ça fait partie des prokinétiques dont j'ai parlé dans les mesures médicamenteuses, mais volontiers, je n'en ai pas tellement parlé parce que leur efficacité n'est pas prouvée dans la littérature. Et il y a des présentations de molécules indiennes où l'IPP est associé d'emblée à du dompéridone. Mais ça, vous ne verrez que dans les spécialités indiennes. Les Indiens, ils aiment un peu mélanger tout, même si ce n'est pas vraiment validé. Ils aiment bien les associations. Mais pour des produits vendus par les laboratoires européens, par exemple, vous ne verrez pas ce genre d'association parce que le dompéridone n'est pas véritablement validé. L'efficacité n'est pas validée en pratique pour le reflux. Toutefois, chez des malades très gênés, effectivement, des fois, en fait, qu'est-ce qu'on recherche? L'effet attendu du dompéridone, c'est son effet prokinétique. On espère que ça augmente un peu le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage afin de diminuer le reflux. Donc, bon, est-ce que ça le fait réellement? Les études internationales ne l'ont pas prouvé, mais effectivement, dans la pratique, des fois, on est amené à l'associer au traitement par IPP. Est-ce que l'activité sportive est contre-indiquée chez le patient présentant un reflux? Non. D'ailleurs, l'activité physique peut aider à perdre du poids en cas de surpoids ou d'obésité et aider à réduire la fréquence du reflux. Toutefois, cette activité doit se faire à distance des repas. Donc, il ne faut pas avoir l'estomac plein et commencer par faire de l'activité physique. Vous risquez d'avoir plus de gel. Donc, c'est juste ce qu'il faut prendre comme disposition. Qu'en est-il des aliments épicés? Effectivement, les malades souffrant de reflux sont souvent gênés par la prise de repas épicés. Et je l'ai dit dans ma présentation, on peut recommander aux malades d'éviter les aliments épicés, qu'il s'agisse du piment, du poivre, aussi du gingembre, ça peut être gênant. Mais ceci est à prendre avec un peu de bémol. Il faut voir avec le patient si lui-même il est gêné par la prise de ces aliments et en tenir compte. Donc, il n'est pas question de systématiser cette mesure-là. Donc, mais en général, la plupart des patients sont gênés par la prise de repas épicés, de produits, de boissons gazeuses. Le docteur Debé Madjer, que je connais bien puisqu'il a fait sa thèse en hépatogastroentérologie dans notre service et il espère bien devenir hépatogastroentérologue et je l'encourage vivement à y arriver, a demandé
ce qu'il en est de l'œsophagita éosinophile. Effectivement, le traitement de l'œsophagita éosinophile n'est pas exactement le même que celui du reflux gastro-œsophagien. En effet, l'œsophagita éosinophile survient dans un contexte le plus souvent d'atopie. C'est comme une réaction allergique, une certaine allergie au niveau de l'œsophage à des composants alimentaires. Et les aliments les plus à risque sont notamment le blé, les œufs, les fruits à coque qui peuvent déclencher les gènes. Hein. Le lait aussi, hein, et peuvent favoriser ces lésions chez les personnes prédisposées. Et donc, outre, on peut avoir recours donc à des interdictions, au moins temporaires, de ces aliments reconnus comme favorisant l'œsophagita éosinophile, mais la première mesure médicamenteuse indiquée dans l'œsophagita éosinophile, c'est effectivement les PP, les inhibiteurs de la pompe à proton. Mais dans l'œsophagita éosinophile, il est recommandé de les donner d'emblée à double dose pendant un traitement de 8 à 12 semaines. Donc, on traite un peu plus longtemps et à forte dose les IPP en première intention. En cas d'échec, on peut utiliser les corticoïdes inhalés, notamment qu'on utilise dans l'asthme, hein, le fluticasone par exemple, mais au lieu de l'inhaler, on l'ingère, hein, et c'est validé dans le traitement de l'œsophagite éosinophile. Donc, on a 3 mesures de traitement disponibles, mais en première intention, dans les recommandations européennes, c'est les IPP double dose pendant 3 mois. On a en alternative les évictions alimentaires et les corticoïdes locaux comme traitement de cette affection de l'œsophagite éosinophile. Et donc, ça mérite davantage qu'on documente pour connaître davantage cette affection dans notre contexte et pouvoir mieux traiter. Le docteur Agoro, que je connais aussi, puisqu'il a fait récemment sa thèse dans notre service, a parlé de la hernie hiatale par glissement comme cause anatomique du reflux gastro-œsophagien, effectivement, mais les hernies par roulement n'engendrent pas souvent le reflux gastro-œsophagien. Ce n'est pas vraiment reconnu comme cause de reflux gastro-œsophagien, puisque si vous connaissez bien le mécanisme, dans la hernie par glissement, là, le cardiaque glisse au-dessus du hiatus diaphragmatique et se trouve en position thoracique et est béant, hein, et donc ne joue plus son rôle. Alors que dans la hernie par roulement, le cardiaque reste en place en position sous-diaphragmatique et c'est une partie de la grosse tuberosité qui va remonter à travers le hiatus diaphragmatique en position para-œsophagienne dans le thorax. Et donc, ça n'engendre pas vraiment de reflux puisque la continence du cardiaque est souvent préservée. Donc, c'est plus la hernie hiatale par glissement, qui est d'ailleurs de loin la plus fréquente. 85% des hernies hiatales sont par glissement, qui occasionnent le reflux gastro-œsophagien. L'incontinence cardiaque, oui, l'incontinence cardiaque, c'est juste que le cardiaque ne se ferme pas assez, donc il y a une hypotonie à ce niveau, favorise aussi le reflux gastro-œsophagien, hein, comme facteur favorisant. Le docteur Lafia du Bénin a demandé comment obtenir le diaporama. Moi, je donnerai au docteur Fassinou et elle se chargera de vous distribuer ça. Donc, vous verrez, elle va vous préciser tout à l'heure comment l'obtenir. Merci beaucoup. J'ai été peut-être un peu long, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous, professeur Bossou. Avant de continuer, je voudrais bien quand même remercier les gens qui sont là. Donc, en termes de nationalité, j'ai vu écrit le Bénin. Je suis béninoise. Désolée de commencer par moi. Donc, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a le Togo. C'est ce que j'ai eu. Donc, s'il y a des nationalités que je n'ai pas citées, vous pouvez toujours écrire dans le chat.
Bonjour en tout cas à tous ceux qui sont là. Je vais demander à Dr Mira si elle a eu la réponse à ses préoccupations. Oui, merci beaucoup. Euh, Très fascinant. d'accord. Et merci au professeur pour sa réponse. Il ne sera jamais trop long parce que c'est tellement intéressant de l'écouter parler. Donc, on n'est pas fatigué. Merci. Merci beaucoup, Dr Mira. Est-ce que Dr Ingrid a eu la réponse à ces questions? Oui, docteur Pascaline, j'ai eu mes réponses. Je remercie le professeur pour tous ses apports. Merci beaucoup. Est-ce que le docteur Madji a eu la réponse à ces différentes préoccupations? Je ne sais pas s'il est toujours là. Est-ce que le docteur Agoro, ok, il a répondu oui, docteur Fascinon. Est-ce que le docteur Agoro a eu la réponse à ces différentes préoccupations? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, professeur, pour l'éclaircissement. Merci beaucoup à vous aussi. Il y a dans le chat le professeur Mathieu Ogudjobi qui a dit « Bonne clarification des données par le professeur Possou pour ce qui concerne la femme enceinte. » Voilà. Donc, nous allons donner la parole à ceux qui ont actuellement levé la main. Je vais commencer par le docteur Boubacar Dial qui a déjà son micro ouvert. Merci, Mme Fassini, de m'avoir accordé la parole. C'est une explication de l'éclaircissement de cette présentation au professeur. Vous m'écoutez? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, mais pas correctement. J'ai entendu docteur Boubacar Dial du Burkina Faso, mais bon, c'était difficilement. Non, du Mali. Ah, du Mali. Mais résident au Congo. D'accord, ok. On vous écoute. Je suis pédiatre, donc c'est bien que la présentation concerne l'adulte. Donc, j'aimerais savoir, poser comme question, savoir si le professeur, dans son expérience, a croisé la prise en charge des enfants, notamment par des avis demandés par des pédiatres, concernant les reflux gastro-œsophagiens chez l'enfant. Et puis également, comme question également, savoir quel est le mécanisme de survenue seulement de l'anémie comme signe atypique dans les reflux gastro-œsophagiens chez l'adulte. Vous voyez, les signes atypiques, c'est l'anémie. Je n'ai pas bien entendu la dernière. Moi, je vais vous répéter ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc, si j'ai entendu, il a demandé si il est pédiatre, il est docteur Boubacar Dial, il est pédiatre, il est du Mali et puis il habite le Congo. Voilà. Et donc, il disait que, est-ce que dans votre expérience, dans votre pratique, est-ce que vous avez la notion de reflux gastro-œsophagien chez l'enfant? Et la deuxième des choses, il demande, est-ce que il y a un lien, je pense, c'est un peu sa question, un lien entre l'anémie et le reflux gastro-œsophagien. Donc, comment est-ce que survient l'anémie dans les contextes de reflux gastro-œsophagien? Je pense que c'est la question que j'ai répétée. Docteur Dial, vous pouvez toujours écrire dans mais si j'ai bien répété votre question. Si vous aviez fini, je vous demanderai bien de supprimer votre levée de main. Je vais donner la parole à monsieur ou madame Rundonungbo. Monsieur ou madame Rundonungbo. OK. Si c'est ça, je passerai rapidement à monsieur Hubert Malou. OK. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation. J'ai une petite question par rapport à la classification utilisée dans le... Pardon? Je peux continuer? Oui. OK. Bon, nous avons remarqué que vous avez utilisé la classification de Los Angeles. J'aimerais savoir pourquoi pas la classification de Savary-Miller, s'il y a une particularité par rapport à la classification que vous avez utilisée. Bon, nous sommes Malou Saoban Urbain, étudiant en 6e année à l'Université de Kara, au Togo. Merci. Okay. Merci à vous, docteur. Je vais redonner la parole à monsieur ou madame Ndongo. Si vous êtes là, vous pouvez, voilà. Bonjour, c'est docteur Ndongo Elouge. D'accord. Et patho-gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. Je remercie le professeur pour la clarté de sa présentation.
Je voudrais que le professeur nous parle un peu du reflux gastro-œsophagien qu'on observe souvent dans le cas du syndrome de l'intestin irritable. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci à Dr Mundonumbo et à Dr Hubert de supprimer leur levée de main s'ils n'ont pas d'autres préoccupations en attente. Je vais laisser le professeur répondre à vos différentes questions. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Fassinou. Le docteur Boubacar du Mali, qui vit au Congo, voudrait savoir si j'ai eu à gérer des cas pédiatriques. C'est vrai que je suis gastro-entérologue d'adultes, je vois plus souvent des adultes, mais effectivement, il nous est déjà arrivé de gérer des enfants ayant des problèmes de reflux gastro-œsophagien. Souvent, ce sont de grands enfants. Hein. Il nous est rarement arrivé de gérer des nouveau-nés ou des nourrissons, bien que le reflux puisse arriver chez ceux-là. Souvent, c'est les pédiatres qui gèrent. Et donc, oui, ça nous est arrivé. On peut, dans ces cas, si c'est nécessaire, faire l'endoscopie. Il faut dire qu'au Bénin, nous n'avons pas d'endoscope pédiatrique, hein, et donc c'est le gastroscope adulte qu'on utilise. Déjà, à partir de 2 ans, on arrive à l'utiliser pour faire les endoscopies chez les enfants, pour documenter quand c'est nécessaire. Chez les enfants, on peut donc utiliser les mêmes médicaments. L'IPP est donné à la dose de 1 mg/kg chez l'enfant, hein. Donc pendant la même durée, telle que recommandée chez l'adulte. Voilà ce que je peux dire par rapport au cas pédiatrique. Mais ce n'est pas la plus grande partie de ma pratique. Je m'occupe plus souvent des adultes, mais voilà. S'agissant du lien entre anémie et reflux gastro-œsophagien, oui, il y a une relation et en effet, lorsque vous prenez les complications du reflux gastro-œsophagien, il peut y avoir une hémorragie digestive du fait d'une œsophagite sévère. Le sujet peut saigner et ce saignement peut se compliquer d'une anémie aiguë qui sera alors normochrome, normocytaire, régénérative. Hein, donc ça, c'est dans les situations aiguës. Mais le reflux peut aussi engendrer des anémies chroniques qui seront volontiers microcytaires, hypochromes par carence martiale, soit du fait de saignements chroniques, le plus souvent donc du fait de saignements chroniques distillants au niveau des lésions d'œsophagite ou au niveau de lésions tumorales. L'adénocarcinome du bas œsophage peut saigner à petits coups et donner une anémie par carence martiale. Une autre lésion qui peut favoriser l'anémie dans le cadre du reflux gastro-œsophagien, c'est des ulcérations au niveau du collet de la hernie hiatale. Lorsqu'il y a une hernie hiatale, il peut y avoir une ulcération au collet et ça s'appelle l'ulcère de Cameron. Cameron, C-A-M-E-R-O-N. Ça peut saigner à petits coups et donner donc des anémies, comme ça peut donner des hémorragies aiguës aussi. Donc voilà un peu. Donc, l'existence d'une anémie dans un contexte de reflux gastro-œsophagien relève d'une complication, soit du fait de l'œsophagite sévère ou éventuellement du fait d'un cancer, d'un adénocarcinome qui est déjà installé. Voilà un peu pour expliquer le mécanisme de l'anémie. Docteur Malou Urbain du Togo me demandait pourquoi j'ai préféré la classification de Los Angeles à celle de Savary. J'ai montré les deux classifications, j'ai dit que ce qu'il est recommandé d'utiliser par les sociétés savantes, c'est plus le Los Angeles parce que c'est cette classification qui a été le plus validée par des études internationales en termes de reproductivité
Et donc, c'est plus ça qui est recommandé à utiliser plutôt que la classification plus ancienne de Savary-Miller qui n'a pas véritablement été validée par des études de grande envergure. Docteur Mundonungbo m'a demandé de parler du reflux gastro-œsophagien dans le contexte de syndrome de l'intestin irritable. En fait, reflux gastro-œsophagien et syndrome de l'intestin irritable, c'est deux choses différentes. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, c'est le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent qui a une définition bien précise avec des douleurs abdominales associées à des modifications de l'aspect et de la fréquence des selles survenues dans un temps déterminé, évoluant depuis plus de 6 mois, présentes durant les 3 derniers mois. Donc, il y a des critères bien définis pour retenir ce diagnostic. Ce qu'il faut noter, c'est que cette manifestation de syndrome intestinal peut être associée, dans certains cas, à d'autres manifestations digestives hein, qui ne relèvent pas forcément de purement fonctionnel, hein, telles que le reflux gastro-œsophagien, qui peut exister en même temps que le syndrome de l'intestin irritable chez le sujet. Outre le reflux gastro-œsophagien bien caractérisé selon la définition par les recommandations internationales, il peut y avoir des manifestations purement fonctionnelles, telles que le pyrosis fonctionnel, par exemple, qui n'est pas du reflux gastro-œsophagien bien authentifié. Parce que le traitement n'est pas le même hein, dans ces pyrosis fonctionnelles qui sont de caractérisation, c'est-à-dire que là, la pH-métrie ne va pas montrer une exposition acide supérieure à 6%, mais le sujet a des symptômes de pyrosis qui relèvent purement du fonctionnel. Et donc, dans ces cas, les IPP ne seront pas très efficaces et on aura surtout recours à l'utilisation des antidépresseurs tricycliques, par exemple, qui pourraient être intéressants dans ces cas-là. Donc, c'est pareil pour l'œsophage hypersensible, c'est-à-dire que l'œsophage hypersensible, l'exposition acide totale est normale, mais il y a une relation entre la survenue des symptômes et la modification de l'acidité du bas œsophage. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux manifestations fonctionnelles qui peuvent s'observer dans le cadre du reflux gastro-œsophagien. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur. Je vais demander à Dr Tanguy de bien vouloir prendre la parole pour poser sa préoccupation. Mais avant, j'ai vu dans le chat que Dr Dial qui a dit qu'il était très satisfait de votre réponse. Je vais demander aussi à Dr Hubin s'il a eu la réponse à sa question. Je ne sais pas s'il est là. Dr Hubin, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup, professeur. D'accord. Est-ce que le docteur Mundonungbo est là? Oui, je suis là. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Est-ce que vous avez eu la réponse? Je suis satisfait. Merci. À vous aussi. Il y a Monsieur Tanguy qui demande, j'ai vu Dr Fortuné Baguidi. Merci au professeur. Je suis une précision. Faut-il introduire l'IPP en systématique en cas de RGO ou en cas d'œsophagite ou de gastrite associée? Merci. Je demande à Monsieur Amandou d'arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît. Professeur, vous avez la parole. Oui, redites-moi la question. Faut-il introduire systématiquement l'IPP en cas de RGO ou d'œsophagite ou de gastrite associée? Ou gastrite associée. Bon, la personne n'a certainement pas bien suivi la partie du traitement.
L'IPP n'est pas systématique dans tous les cas de reflux. Nous avions dit que si les symptômes sont très espacés, moins d'une fois par semaine, on peut se contenter d'antiacides ou d'alginate ou d'anti-H2. Donc, c'est vrai que dans la pratique, souvent les malades consultent parce qu'ils ont des symptômes un peu plus fréquents et donc on a tendance presque systématiquement à mettre un IPP dans la pratique. Quand ils viennent voir nos spécialistes, c'est parce qu'ils sont assez gênés et donc ils ont des symptômes relativement fréquents et là, on va systématiquement à l'IPP. Mais d'après les recommandations internationales, si les symptômes ne sont pas très fréquents, on n'est pas obligé de mettre l'IPP. Par contre, s'il y a eu des lésions d'œsophagite, lorsque c'est sévère, lorsque c'est léger, on donne l'IPP à demi-dose, et lorsque c'est sévère, on donne l'IPP à pleine dose. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, en cas de gastrite associée, gastrite, il faut voir si la gastrite est due à l'infection par Helicobacter pylori. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé. Si le malade a besoin d'utiliser au long cours les IPP, il est recommandé éventuellement de rechercher l'existence d'une infection à Helicobacter pylori et de l'éradiquer parce que la gastrite chronique à Helicobacter pylori, lorsque c'est là et qu'on utilise les IPP au long cours, ça peut favoriser la survenue de lésions dysplasiques, voire de cancer de l'estomac. Et donc, pour prévenir ça, il est recommandé chez le sujet, devant prendre l'IPP au long cours, de voir s'il y a l'Helicobacter pylori et l'éradiquer. Voilà pour la question posée. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vais demander à Dr Fortuny Gbagidi. Elle a dit, la personne a dit merci, donc je pense que la personne a eu la réponse à sa préoccupation. Je remercie le docteur Gbagidi parce que c'est un collègue de promotion. Il est dans les dom-toms. Je le connais très bien. Merci beaucoup. D'accord. Merci, professeur. Je vais d'abord, je vais annoncer le prochain webinaire avant de passer à ce qui reste. Le prochain webinaire, c'est la prise en charge de la dépression. Et le prochain webinaire sera animé par le professeur Clico. Donc, professeur, je vais vous donner, s'il n'y a plus de questions, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez nous faire un petit point de ce qu'il faut que nous puissions garder de la séance d'aujourd'hui. Quel est le message le plus important que nous devons garder à la fin de la session d'aujourd'hui? OK, merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier vos organisateurs de ce webinaire. Je trouve que c'est une initiative vraiment louable de chercher ainsi à partager les connaissances avec d'autres collègues et je vous encourage à continuer dans cette œuvre qui est très louable. Donc, j'ai parlé du reflux gastro-œsophagien qui est une affection apparemment banale, mais qui peut altérer considérablement la qualité de vie des patients par des répercussions sur le sommeil, sur les loisirs, sur l'alimentation. Et donc, ça mérite d'être bien diagnostiqué et d'être bien traité. Et nous avions vu que le traitement repose essentiellement sur les inhibiteurs de la pompe à protons qui peuvent être associés à des antiacides pour davantage renforcer leur efficacité. Mais les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes sur la durabilité pour prévenir la survenue des symptômes et améliorer la qualité de vie des sujets. Et donc, il est important de connaître les manifestations afin de faire le diagnostic assez précocement et prendre en charge efficacement les malades, en sachant que, bien que le plus souvent banal, cela comporte des risques, à savoir l'endobrachioœsophage, voire le cancer du bas œsophage qui peut tuer le sujet. Et on a remarqué qu'actuellement, la fréquence de l'adénocarcinome du bas œsophage est en augmentation dans le monde et dans les pays en voie de développement comme le Bénin. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et
Je vous souhaite un bel après-midi et je suis très heureux que vous ayez pris un peu de votre temps pour m'écouter ce matin. Merci beaucoup. Nous sommes également très heureux de vous avoir reçu ce matin. Merci vraiment pour votre disponibilité, pour votre sens du partage et d'avoir accepté sans hésiter partager avec vos connaissances avec les gens de notre communauté. Donc, je vais rapidement parler de la technique pour pouvoir obtenir l'attestation de ce jour et également obtenir le cours de ce jour. Nous avons une interface que nous appelons RIMA Learning. C'est notre interface de formation médicale continue. Donc, c'est un site web. Il suffit de taper RIMA Learning dans Google et il y a un message qui sera partagé, qui est même déjà partagé par mon confrère Rosario, que je salue. Donc, il suffira de cliquer sur le lien qu'il vous a envoyé. Vous allez sur l'interface. Vous aurez droit à tout ce que nous avons déjà fait comme communication depuis mars 2022 jusqu'à ce jour. Donc, vous aurez droit à toutes ces communications-là. Et c'est pas compliqué. Il suffira de taper sur l'interface reflux gastro-œsophagien. Vous aurez droit au replay de la communication d'aujourd'hui. Vous auriez droit aux documents que l'enseignant va nous laisser à disposition. Et également, vous aurez droit à des quiz si vous voulez avoir l'attestation d'aujourd'hui. Vous cliquez sur obtenir une attestation. On va vous poser de petites questions pour évaluer votre compréhension de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et puis après ça, vous aurez les attestations en fonction des différentes modalités qui vous seront communiquées. Donc, merci beaucoup à vous. J'espère que j'ai répondu à la question de Dr. Lafia. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, c'est bon pour moi. Super. Merci, docteur. Je vous en prie. Le prochain thème, comme je l'ai dit, c'est le 1er juillet 2023. Nous aurons à aborder la prise en charge de la dépression. La dépression, franchement, c'est un sujet super intéressant et un sujet très fréquent. Donc, nous aurons abordé la dépression avec le professeur Clipo. J'espère aussi vous voir très nombreux pour suivre cette communication-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se dit à samedi prochain. Bye bye.